Bienvenue sur le carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Bonjour cher invité. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous vous portez? Je me porte à merveille. Merci de nous recevoir dans votre bureau ici à Nati Tengu. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Oui, je me nomme Okamati Nata Emile et je suis inspecteur de l'enseignement du premier degré à la retraite. D'accord. Et aussi, ici vous êtes, nous sommes dans votre bureau, vous êtes le deuxième agent au maire de la ville de Nati Tengu. Ah oui. Bon, comme cela, ce n'est pas un mérite, oui. C'est la volonté de la population de Nati Tengu. Et elle peut à tout moment me retirer cette confiance. Oui. Ouais. D'accord. Merci de nous recevoir une fois encore. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour échanger sur un thème très important pour notre communauté. Le thème, c'est l'école chez les Bata-Mariba entre tradition et modernité. Donc, l'objectif de cette discussion, c'est de comprendre un peu les défis et les perspectives de l'éducation au sein de notre communauté. Et il faut dire que vous êtes un profil intéressant pour aborder une telle question. Vous l'avez dit tantôt dans votre présentation, vous êtes inspecteur des enseignements primaires à la retraite, bien sûr. Vous connaissez le milieu, vous avez travaillé dans le milieu et même, je dirais par extension aujourd'hui avec votre casquette d'homme politique, vous maîtrisez encore plus les réalités du milieu. Voilà pourquoi nous avons voulu échanger avec vous sur cette question. Merci. Alors déjà, vous qui avez été l'un des pionniers de l'éducation au sein de notre communauté, comment l'école a été perçue dès le début? Quand l'école est venue au sein de la communauté Tamari, comment elle a été perçue? Je n'ai pas le mérite de me considérer comme pionnier de l'éducation moderne, mais j'ai entendu, tout comme vous et ceux de ma génération, que l'école était perçue comme un lieu de souffrance. L'école était perçue comme un lieu de souffrance, un lieu d'où on sort complètement déconnecté de sa famille et de sa communauté. Ah oui? Oui. D'où alors la réticence à y aller et à y envoyer ses enfants. Donc, l'école était perçue comme un lieu de souffrance. Oui. Et effectivement, on a appris que certains parents ne voulaient pas envoyer les enfants à l'école et parfois, on venait les chercher de force. Certains qui sont même devenus aujourd'hui des cadres, ils ont été amenés de force à l'école à son temps. Non, c'était ça. Personne, aucun parent n'envoyait de son propre gré son enfant à l'école. Ah bon? Parce que là-bas, c'était presque un enfer. Hein? Le bâton, tout le temps, c'était le bâton. Hein? Donc, et ceux qui aimaient même bien leurs enfants ne voulaient pas les envoyer. C'est parfois les orphelins, les enfants malheureux, dont les parents sont malheureux, c'est eux qui allaient à l'école. Donc, c'était vraiment un lieu de souffrance. Et comment, vous, dans votre début, comment est-ce que vous avez vécu ces moments-là, dans votre début en tant qu'instituteur? Oui, ben, en début de carrière, j'ai vécu des situations du genre où les enfants, ils viennent, ceux qui sont venus en première année, l'année prochaine, ils ne reviennent pas tous parce que certainement chassés par la violence, par les coups de bâton de l'enseignant, ils fuyaient. Mais comme nous-mêmes, on savait que on ne prépare pas l'avenir dans l'amusement, on faisait tout aussi pour les ramener. De gré ou de force, on faisait tout pour les ramener à l'école. Et je pense que c'est ça qui doit être le mérite d'un enseignant. J'étais allé à un examen quelque part où, dans une classe de CI, les enfants, j'ai vu sur le tableau, c'était marqué 60 élèves recrutés, et le jour-là, ce que j'ai trouvé, c'était à peine 15. Wow. Et j'ai dit, vraiment, l'examen n'aura pas lieu
il faut aller me chercher les enfants. Ils sont allés, les enseignants ont fait la battue dans le village, ils m'ont ramené des enfants, il y avait d'autres qui étaient nus, comme à la naissance, et j'ai dit asseyez-vous. J'ai dit asseyez-vous, parce que les premiers cadres de ce pays ont été formés dans ces conditions-là. J'ai dit asseyez-vous. Et j'ai demandé à ces enseignants de tout faire pour que les enfants, vraiment, si on les absente, qu'on aille dans leur famille pour les chercher. Voilà. Donc, et c'est comme ça que certains enfants sont restés. Et ils sont restés. Et plus tard, d'autres aujourd'hui sont devenus des cadres. C'est ça. Oui. C'est ça. Voilà. D'accord. Mais la question de la langue, j'ai envie qu'on vienne sur la question de la langue parce que moi, je me souviens, je suis encore très jeune, mais déjà, je percevais parfois cette difficulté de certains enfants à parler le français à cause de la langue d'Itamari. Il y avait souvent ce problème de langue. Certains qui n'arrivaient pas à dire la lettre L, par exemple. Est-ce que vous perceviez ça? Oui, ça c'est la difficulté liée au problème de la langue seconde. Parce que le français c'est la langue seconde, mais l'enfant a sa langue maternelle. C'est ça. Et ce qui est parfois difficile, c'est que on amène des enfants qui n'arrivent même pas, les petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que l'école est une bonne chose. Et on amène les petits-enfants qui n'ont pas encore maîtrisé correctement leur langue maternelle. Ah oui. Et lorsqu'ils sont confrontés à l'alphabet blanc, ils éprouvent beaucoup de difficultés. Vous dites do, ils disent lo. Vous dites do, ils disent lo. Vous dites ro, ils disent ko. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ça, c'est l'interférence linguistique. Mais bon, le maître doit tout faire. Il ne doit pas se décourager face à ces interférences-là. Parce qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, il arrive à se positionner et à bien prononcer. Donc, vous dites qu'il est important pour l'enfant de comprendre d'abord sa propre langue avant d'aller à l'apprentissage de la langue seconde. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont vu les bienfaits de l'école, contrairement à l'ancien temps où il y avait la réticence à cause du bâton, où les gens même allaient vers les divinités pour que les enfants n'aillent pas à l'école. Ah oui, oui. Aujourd'hui, les parents ont compris que c'est une bonne chose et d'autres même sont très pressés de voir leurs enfants évoluer. Si bien l'enfant qui a 4 ans, on va le déposer en classe de CI. Vous pensez que celui-là, il va faire quoi? On dit ro, il dit quoi? Vous voyez? Donc, il faut permettre aux enfants de maîtriser tout au moins les premiers éléments de sa langue avant d'aller à l'école pour affronter la seconde langue. Malheureusement, dans notre pays, ça avait été compris. Il y a eu un programme qu'on appelait ELA, École et langue nationale. Bien, donc, le Ditamari avait eu la chance même d'être dans ce lot-là, de 6 langues au Bénin. Et nous avons fait l'expérimentation jusqu'à un moment et ça a été stoppé. On n'a pas compris pourquoi, mais c'est ça que nous avons constaté, alors que les enfants devraient aller au CM2 pour passer l'examen. Et c'est à partir des résultats qu'on allait analyser pour voir s'il faut continuer ou pas. Wow. Malheureusement, le gouvernement a trouvé que ce n'est pas bien. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, il a introduit l'anglais, qui est en expérimentation dans les classes de CI. Vous voyez, avec moi, qu'un enfant qui va au CI et qui ne maîtrise pas sérieusement encore sa langue, il va être confronté à 2 langues étrangères. 2 langues étrangères, le français et l'anglais. Nous pensons que ce n'est pas facile pour cet enfant. Et nous, en tant que agents ayant quand même exercé la profession, nous voyons que c'est 2 difficultés qu'on crée à l'enfant. Le français était d'abord une difficulté, pas, parce que ce n'est pas la langue de l'enfant. Et on a dit que l'anglais, vous voyez que c'est 2 difficultés que l'enfant doit pouvoir affronter pour continuer ses études. Mais nous pensons que les gens vont comprendre qu'il est nécessaire qu'on parte de la langue première de l'enfant pour qu'il comprenne mieux les apprentissages futurs. Alors,
Dans une deuxième partie de notre discussion, on va quand même aborder la question du rôle des parents et des pesanteurs culturels et tout ça. Mais avant d'y arriver, est-ce que vous pensez que l'école a véritablement contribué au développement de notre communauté aujourd'hui? Quand vous faites un regard en arrière, vous qui avez été instituteur aujourd'hui, après inspecteur et tout, est-ce que vous pouvez dire que l'école a vraiment apporté quelque chose à notre communauté? Ça, c'est hors de doute. Personne ne peut nier que l'école a apporté beaucoup de choses à notre communauté. Hein? Le changement même de mentalité. Hein? Le changement de mentalité qui fait que on s'est rapproché. Parce que nous qui étions sur le plateau ici, on ne savait pas que celui qui est, par exemple, dans la vallée, la plaine de Boukombe, qu'il est notre frère. C'est surtout l'école qui a... C'est en allant à l'école qu'on s'est dit, bon, même en tenant compte de l'itinéraire historique, c'est notre frère qui est là-bas. Donc ça a renforcé la fraternité, ça a renforcé même l'agriculture. Parce que celui qui est allé à l'école, si on veut lui expliquer comment on fait l'épandage de l'engrais, ou bien les dates de semis, il comprend mieux que celui qui n'est pas allé à l'école. Oui. Donc ça a apporté beaucoup de choses. Nous avons eu des vétérinaires. Si ce n'est pas le vol qui s'est intensifié, et on ne sait à qui attribuer ce phénomène malheureux, hein? Si ce n'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, on devrait être pleinement heureux. Parce que nous avons eu des vétérinaires qui peuvent suivre au moins notre bétail. Dans tous les domaines, des cadres aussi, on en a eu. Oui. Hein? Oui. Et si vous avez un cadre dans votre famille, c'est toute la famille qui est heureuse. Hein? Nous avons beaucoup de cadres au sein de la communauté Otamari. Hein? Et on peut se réjouir pour dire vraiment l'école nous a apporté beaucoup de choses. Voilà. D'accord, monsieur le maire. On va aborder la deuxième partie, je dirais même la partie très essentielle aussi de cette discussion. L'école chez les Bata Mariba entre tradition et modernité. Et cette fois-ci, nous abordons la deuxième partie, comme je le disais tantôt, avec d'abord pour premier point le rôle et la responsabilité des parents. Selon votre expérience, comment les parents accompagnent-ils ou non la scolarisation de leurs enfants au sein de notre communauté? Merci, monsieur le journaliste. Les parents, on peut les classer en deux catégories. Il y a ceux qui ont opté pour l'abandon des enfants. Et lorsque les enfants vont à l'école, c'est un débarras pour eux. Même à la rentrée, ils ne songent pas leur apporter des fournitures. S'ils ont la chance d'avoir un cadre dans leur famille, on dit, bon, allez voir votre papa qui est à Nattengo, allez voir votre papa qui est à Boukombe, allez voir, c'est comme ça. Donc, eux, ils ont créé les enfants pour d'autres. Ils ne s'occupent de rien. Mais il y a la seconde catégorie qui est positive, qui s'occupe des enfants, qui achètent les fournitures, qui payent la scolarité des enfants. Et ceux-là, on peut les féliciter pour dire, vraiment, ils ont compris et ils soutiennent leurs enfants. Et vous estimez que, en termes de pourcentage, par exemple, ils sont plus nombreux, ceux de la deuxième catégorie? Oui, ce qui est négatif, lorsque ça dépasse ce qui est positif, c'est qu'il n'y a plus rien. Hein? Donc, s'il n'y avait pas ce qui est positif, l'école allait mourir en milieu Otamari. Donc, si l'école existe, c'est parce qu'il y a des gens qui comprennent et qui soutiennent leurs enfants, qui soutiennent l'école, qui ont trouvé que l'école est une bonne chose. Mais est-ce que vous estimez qu'il y a quand même des mauvaises habitudes de certains parents par rapport à la vie scolaire de leurs enfants? Oui, il y a fondamentalement cela. Parce que ceux qui ne veulent pas, ils se disent incapables, mais lorsque vous les voyez dans les bistrots, ils dépensent follement. Hein? Ils dépensent dans les cabarets, c'est là où ils vont faire honte. Hein? On achète ici, on achète cela. Hein? Ce n'est pas trop bien. C'est de mauvaise foi. Hein? Quand ils font les funérailles, ils font les cérémonies, ils montrent qu'ils ont de l'argent, ils montrent qu'ils sont riches et forts. Mais lorsqu'il s'agit de l'enfant, ils abandonnent et ils deviennent incapables.
Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il manque aux parents de notre communauté pour mieux assurer leur rôle dans l'éducation? Parce que je le dis, on a même, je ne sais pas si vous avez suivi une fois cette discussion sur certains forums de notre communauté, par exemple CNLD Info. Il est revenu plusieurs fois que les parents Batamareba n'accompagnent pas assez leurs enfants, surtout quand ils vont dans les grandes études, comme à l'université et tout. On a tendance à croire, c'est pas de la comparaison, mais on a tendance à croire que les jeunes Batamareba étudiants souffrent beaucoup plus que leurs pères qui sont d'autres communautés. Comment est-ce que vous voyez cette situation-là? Oui. Là, ce qui manque, même au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, avant d'aller à l'université, c'est le suivi. Hein? On envoie, même si tu achètes tout et tu donnes à l'enfant, et tu vas t'asseoir à la maison. Il va à l'école, tu ne sais pas. S'il s'arrête quelque part pour revenir, tu ne sais pas. Ce qu'il fait à l'école avec les fournitures que tu as payées, tu ne sais pas. Tu ne connais pas son maître. Est-ce qu'avec cette manière de faire, ça peut vraiment motiver l'enfant à aller loin? L'enfant sort, il est revenu, il n'est pas revenu, on ne sait pas. Est-ce qu'avec ce genre d'éducation, on peut vraiment amener nos progénitures à grandir et à devenir des hommes responsables? Maintenant, sur le plan de l'université, quand les gens vont là-bas, on dit « Ah, tu es déjà grand. Tu es déjà grand, tu peux te débrouiller. » Mais celui qui va à l'école, il va se débrouiller comment? On les affame et des gens sont obligés d'aller vers des comportements qu'ils n'auraient pas pu adopter. Surtout les filles. Hein? Elle est là-bas, elle n'a personne. Vous n'envoyez rien, vous lui dites de se débrouiller. Elle va se débrouiller comment? Hein? Et ça, c'est vraiment pertinent parce que c'est des cas qu'on voit aujourd'hui. On a beaucoup de plus en plus de nos filles, de nos soeurs qui sont dans les buvettes. Voilà. Et ça c'est une honte pour notre communauté. C'est une honte. Ce que nous, on ne connaissait pas lorsqu'on était jeunes, c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Nos enfants dans les buvettes, on les traîne partout. Ce n'est pas bien. Hein? Si l'enfant n'est pas à l'école, il doit être au moins en un lieu sûr d'apprentissage. Hein? Mais lorsqu'on les livre comme ça à la vie de débauche, ce n'est pas bien. Et c'est une honte vraiment pour notre communauté. Il faudrait que nous changions, nous les parents, que nous changions de comportement. Que le peu que nous avions, que nous puissions vraiment supporter nos enfants pour les éviter d'aller dans la vie de débauche. Vraiment leur éviter ça. Mais la remarque que je fais aussi, c'est même des parents qui ont un certain niveau de vie sociale se retrouvent aussi dans cet art-là. Oui, ce que vous dites, c'est vrai. C'est vrai. Dans ma carrière d'instituteur, j'ai eu à faire un jugement à l'enfant de quelqu'un qui est nanti. Quand je suis au CM2, la date butoir du dépôt des dossiers arrive, je lui parle, il dit bon, je vais faire. Et à voir la fille qui travaillait bien, je me suis dit, bon, il faut que je débouche mon argent pour lui faire un jugement supplétif. Pourtant, son père en avait les moyens. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on constate. Des gens même qui ont les moyens, eux, c'est eux qui abandonnent même le plus. Ça ne leur dit absolument rien. Et si nous avons cette mentalité, vraiment, ça ne va pas faire évoluer notre communauté sur le plan scolaire. D'accord. Maintenant, on aborde la question des pesanteurs culturels et défis sociaux. Quelles pratiques ou quelles croyances ont parfois constitué un obstacle à la scolarisation des enfants, à votre avis, monsieur? Bon. Vous qui êtes de la communauté, qui avez vécu dans la communauté, et mieux encore, qui avez travaillé dans la communauté. Bon, pour moi, je ne vois pas ce qui peut empêcher l'enfant d'aller à l'école. Je ne vois vraiment pas. Je ne vois pas en ce sens que si c'est notre culture, celle du blanc aujourd'hui, celle du français que nous sommes en train donc de suivre ou bien de mettre en œuvre, cette culture est venue trouver la nôtre. Et aucune culture ne doit enrayer ou supprimer l'autre. Donc les deux cultures doivent aller
ensemble. Cohabiter. Cohabiter. Hein? Mais ce qui nous revient, c'est de faire en sorte que notre culture ne puisse pas empêcher les enfants d'aller à l'école, quel que soit le motif. Quel que soit le motif. Ou bien vous avez des exemples où... Non. Bon. Pas forcément, mais bon, par exemple, tantôt vous mentionniez la question des parents qui sont prêts parfois à dépenser pour des fêtes culturelles, mais qui ne sont pas prêts à donner juste le peu de moyens que l'école de leurs enfants nécessite. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est que moi, je pense quand même que les lendemains seront meilleurs. Vous avez espoir? Oui, j'ai espoir. Et je me dis que notre culture, elle doit être aussi dynamique. Tout à fait. Hein? Elle doit être dynamique pour s'adapter au monde moderne. Ah, mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment est-ce qu'on concilie maintenant les traditions et la modernité? Si elle est dynamique, elle s'adapte au monde moderne. Par exemple, hein? Et on doit, si c'est les cérémonies, il faut les programmer aux heures creuses ou bien au temps creux de l'année scolaire. Par exemple, il y a les congés, il y a les grandes vacances, il y a les jours fériés, il y a les samedis et les dimanches. Je pense que si on programme ça comme ça, ça ne va pas empêcher les enfants vraiment d'aller à l'école. Ils suivent, et les chefs de culte aussi, gardiens des savoirs endogènes, ils doivent encourager les enfants par leurs paroles, au niveau de leur divinité, par leurs paroles et leurs bénédictions. C'est ça. Donc, il faut mettre les divinités à contribution pour la réussite des... il faut vraiment le faire. Il faut le faire. C'est aussi notre prière pour accompagner nos enfants. Si les enfants viennent faire du fol, ou bien les enfants font du conte, ou bien du soré, ou bien du chanta, en rentrant, le chef traditionnel, qui sait que nous sommes vraiment dans un autre monde, le monde du modernisme, c'est de tout faire pour bénir les enfants, pour dire, bon, vous êtes venus faire la tradition, qu'elle vous accompagne, que les membres de nos ancêtres vous accompagnent, que la divinité vous accompagne pour que vous puissiez réussir massivement. Wow, si on le fait comme ça, et que des enfants réussissent, ça va donner le courage et l'envie aux autres d'aller faire du fun. C'est ça. Hein, d'aller faire. Ah oui, ça c'est vraiment intéressant. C'est ça. Mais si on est là pour dire des choses négatives, ce n'est pas bien. Et je pense qu'un gardien de la tradition, aujourd'hui, n'est dans cet esprit de dire des choses négatives. Il faut positiver. Il faut vraiment apporter la dynamique qui puisse donc s'adapter à la modernité dans laquelle nous sommes. D'accord. Et donc, vous avez espoir. J'ai espoir. Vous avez espoir. Alors, on est en train de sortir de cette discussion, mais déjà, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux enseignants? Parce que je sais que vous, en tant qu'enseignant, en tant qu'instituteur, même si vous êtes à la retraite aujourd'hui, vous devez forcément avoir quand même beaucoup de conseils pour vos jeunes qui sont aujourd'hui encore dans la connaissance du métier. Merci, monsieur le journaliste. Les enseignants sont investis d'une noble mission, celle donc d'instruire et d'éduquer les enfants. Et à ce titre, ils doivent être des modèles vis-à-vis de ces enfants-là et vis-à-vis de la communauté. Ou bien, ça doit être ça. C'est ça. Hein? C'est ça. Tu es éducateur, c'est dans tes exemples, dans ton comportement, qu'on doit lire que tu es vraiment un modèle pour la société. Donc, ils doivent aussi se donner entièrement pour les enfants et pour la profession pour laquelle ils sont recrutés. Ceux qui viennent en retard à l'école, ceux qui s'absentent de façon délibérée, ce n'est pas des comportements qui peuvent vraiment faire évoluer nos enfants dans les formations scolaires. Et ce n'est pas un bon comportement. Tout à fait. Hein? Oui. Ce n'est pas un bon comportement. On doit se donner corps et âme. On a choisi le métier, on doit se donner corps et âme. Et se soucier même de l'avenir de ces enfants. Le cœur doit battre pour ces enfants-là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ceux qui sont devant moi là,
Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que l'avenir de notre communauté en dépend aussi. En dépend. C'est ça. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quand nous voyons les ministres, nous voulons des ministres. Ce n'est pas des gens qui vont sortir. Hein? Nous voulons les présidents d'institutions. Ce n'est pas des gens qui vont sortir. Ou du pâturage. Hein? Nous rêvons un jour qu'un président soit de notre communauté. Ce n'est pas quelqu'un qui revient du champ qui sera président. Donc, vraiment, nous avons intérêt à faire en sorte que nos enseignants prennent conscience de la grandeur et de la noblesse de leur mission. Voilà. C'est ça. Et c'est pourquoi aussi, en le faisant en retour, il faut que la communauté aussi sache que ceux-là, ils sont investis pour aider la communauté tout entière. Et c'est pourquoi je voudrais citer ici un ancien ministre de l'Éducation nationale, c'est le ministre Léonard Padonou Didjao, paix à son âme, qui disait que la culture du respect de l'enseignant doit entrer dans les mœurs des Béninois. Parce qu'il a constaté aussi que les gens, quand tu dis que tu es maître en haut, lui, il fait quoi? Hein? Ça, là, quand nous-mêmes, on chosifie le métier des éducateurs, on ne les accompagne pas, on ne les encourage pas. Il faut qu'on les encourage pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'ils sont une pièce maîtresse de la communauté. Merci. D'accord. Alors, un message maintenant à l'endroit des jeunes de la communauté qui vont vous suivre, monsieur. Bon. Moi, je pense que les jeunes, ils sont de plusieurs catégories. Les jeunes qui sont au village et qui ont les enfants, qui les envoient à l'école. Les jeunes qui sont dans les formations scolaires, qui se donnent à fond pour savoir qu'ils sont en train de préparer leur avenir. De préparer leur avenir. Ceux qui sont à l'université, on ne va pas se dire, bon, comme je n'ai rien, et aller à la vie de débauche. Hein? Il faut vraiment garder la dignité et tout faire pour réussir. Parce que si on réussit, la vie change automatiquement. Tout à fait. Les conditions de vie changent. Oui. Et hier, ceux qui étaient malheureux, c'est eux qui sont aujourd'hui ceux qui sont aisés. Donc on doit avoir foi en l'avenir, en luttant. Si vous avez la chance d'être à l'école, il faut lutter pour sortir avec un diplôme. Hein? Il faut lutter pour sortir avec un diplôme. Et c'est ça qui va aider vraiment à faire évoluer la communauté. Monsieur l'inspecteur, quelle est votre vision de l'avenir de l'école au sein de notre communauté? Bon, la vision de l'école, c'est une école qui doit être la priorité. L'école doit être la priorité même dans le milieu Koutamarou. Oui, notre constitution a parlé de la priorité de l'école. Il faudrait que nous-mêmes au sein de notre communauté, qu'on sache que c'est la priorité, des priorités. Si nous laissons l'école, je me demande qu'est-ce que nous allons devenir. Et je l'ai dit tantôt, quand il y a les nominations, on dit ah, on n'a pas trouvé. On est là toujours à pleurer. Hein? Si nous pleurons et qu'on ne fait pas ce qu'il va faire pour cesser nos larmes, on va toujours continuer à pleurer. Et ce qui doit faire cesser nos larmes, c'est bien l'école. C'est bien la réussite massive de nos enfants. C'est ça. Donc, si on ne va pas à l'école, on n'aura quelle compétence? On va demander telle compétence dans le milieu Otamari, on ne trouvera pas. Et on le vit actuellement. Oui, on ne trouvera pas. Donc, il faudrait que les enfants s'inscrivent dans des filières diversifiées. Hein, pour que chaque fois qu'on a besoin de telle filière, telle compétence, qu'on puisse vraiment s'affirmer, qu'on dise nous en avons. Nous en avons. Voilà. Merci, monsieur l'inspecteur, pour terminer cette discussion. Un message à l'endroit de la communauté. Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire 2025-2026. Je voudrais lancer un vibrant appel à tous les parents d'élèves et à tout Koutamarou
pour que tous les enfants, sans exception, soient envoyés à l'école. Filles comme garçons. Notre salut collectif en dépend. Enfin, je voudrais partager avec vous la pensée d'un auteur burkinabé, un célèbre historien, Joseph Kizerbo, qui disait que l'école doit être l'affaire du village et le village l'affaire de l'école. Waouh, l'école doit être l'affaire du village et le village l'affaire de l'école. Waouh. Merci pour ces mots qui sont vraiment forts. Merci, monsieur l'inspecteur, pour votre disponibilité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un honneur pour nous de pouvoir échanger avec vous sur une question aussi importante pour notre communauté. Vraiment. On va certainement se retrouver bientôt pour d'autres discussions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et d'ici là, alors portez-vous bien. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup à vous, pareillement. Ouais. Ouais. Katurkia ndongo benare tunkwa